Kinshasa, 18h30 temps universel. Bonsoir à tous. Christophe Boisbouvier à l'antenne, émission spéciale Congo, ce soir, en direct de Kinshasa. Ce lundi 28 novembre, quelques 33 millions d'électeurs congolais étaient invités aux urnes pour élire leurs présidents et leurs députés nationaux. RFI vous invite à suivre l'événement avec ses correspondants, ses envoyés spéciaux à Kinshasa, Lubumbashi, Goma. RFI vous propose aussi ce soir une table ronde avec de nombreux invités congolais et étrangers. Tout à l'heure, dans 30 minutes, nous recevrons les représentants de plusieurs candidats à la présidentielle, les porte-paroles de Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, Léon Kengo Wadondo pourront débattre en direct. Mais tout de suite, arrêtons-nous au scrutin lui-même, aux conditions du vote, avec plusieurs observateurs congolais et internationaux. Le scrutin a été émaillé d'incidents graves ce lundi, notamment à Lubumbashi, au Katanga, où nous appelons tout de suite notre envoyée spéciale, Juliette Rangeval. Juliette, je crois ce midi qu'un quartier de la ville a été attaqué par des hommes armés et qu'il y a eu des morts. Vous confirmez, Juliette ? Oui, c'est sans doute l'incident le plus grave de la journée. Il y a eu des échanges de coups de feu qui ont commencé à retentir à la mi-journée, puis des tirs sporadiques qui ont duré dans l'après-midi. Des hommes en armes et en civil ont attaqué un bureau de vote dans le quartier de Ndjanja. L'armée est intervenue et poursuit encore à l'heure actuelle ses opérations de recherche. Il y a eu 2 policiers tués, une femme, une passante également. Le bilan diverge en revanche sur le nombre d'assaillants tués et capturés. Il y aurait eu 8 tués parmi les assaillants, 11 arrêtés et 1 en fuite, d'après ce que dit le gouverneur de la province, Moïse Katumbi. Le porte-parole de l'armée au Katanga établit, lui, le bilan à 4 tués et 7 capturés. Est-ce qu'on a une idée de l'identité des assaillants ? On ne connaît pas leur identité, ni leur objectif. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé des armes sur ces hommes. D'après ce qu'indique le porte-parole de l'armée au Katanga, ils avaient des AK-47, des frondes et des catapultes, des armes beaucoup plus rudimentaires, et que ces hommes savaient manipuler les armes. Alors, le porte-parole de l'armée s'interroge, est-ce qu'il s'agissait de civils, de militaires démobilisés, ou même de militaires égarés, mal intentionnés, dit-il. Il s'agirait dans ces cas-là, précise-t-il, de Kaïzeli. Juliette Rangeval en direct de Lubumbashi. Pour le reste du pays, voyons maintenant tout de suite ce qu'il se passe avec notre correspondant permanent à Kinshasa, Bruno Minas. Oui, alors il est difficile de citer tous les incidents puisqu'il y en a vraiment une multitude dans toutes les provinces du pays. Évidemment, le plus grave, c'était Lubumbashi dont nous venons de parler. On peut citer également Kananga, où une congrégation religieuse a été la cible de saccage après qu'une religieuse ait été soupçonnée d'avoir transporté un bulletin de vote avant l'ouverture des bureaux. Il y a eu plusieurs incidents au Kasaï occidental. Au Kasaï occidental, oui, effectivement, des urnes brûlées également, des urnes dont ceux qui les ont brûlées disent qu'elles étaient pleines avant le vote. Également dans l'autre Kasaï, à Bujima, il y a eu pas mal d'incidents. On peut parler aussi du sud Kivu. Il y a moins d'incidents rapportés dans les Kivu, paradoxalement, compte tenu de la situation sécuritaire dans ces 2 provinces. On appellera Stéphanie Braqueuet dans 30 minutes. Donc, par exemple, à Fizi, on a dû fermer un bureau de vote en début d'après-midi parce que les urnes étaient déjà pleines. Il faut savoir que, compte tenu de la taille des bulletins, les urnes se remplissaient très vite. Et puis, on peut citer évidemment Kinshasa. Kinshasa, dans le centre de la capitale, cela s'est passé correctement. En revanche, dans les quartiers est de Kinshasa, il y avait des communes comme Massina où les bulletins de vote de la présidentielle ne sont pas arrivés dans certains bureaux jusqu'à l'heure qu'il est. Et on doit signaler également que, compte tenu de la règle des 11 heures de vote, les gens risquent de devoir continuer à voter même pendant la nuit. Oui, et on signale qu'il y a par exemple à Mouiza, une ville du Kasaï occidental, des bulletins de vote qui ne sont arrivés qu'à 19h ce soir et en nombre insuffisant, c'est-à-dire qu'en fait les gens n'ont pas pu voter avant 19h ce soir. Alors, nous nous tournons maintenant vers nos 4 invités. Nous avons autour de cette table Maître Lumumbaya, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, Maître Jacob Balouichi, secrétaire général adjoint de l'Observatoire congolais des droits humains, l'ancien ministre malien Mokhtar Ouane, chef de la mission de l'Union africaine, et l'ancien ministre mauritanien Hassan Ould Lebat, envoyé spécial du président Diouf de l'OIF, la francophonie. Première question peut-être, je me tourne vers Maître Lumumbaya de la Ligue des électeurs. Est-ce qu'on peut parler d'un scrutin chaotique ou pas ? Oui,
Je suis vraiment très consterné par ce qui s'est passé aujourd'hui dans la journée. En fait, cette journée était une journée de rendez-vous pour la démocratie en République démocratique du Congo. Hélas, ce que nous avons déjà décrié bien avant nous a rattrapés et nous avons enregistré des faits qui ne permettent pas de dire que ça avait été une journée où la démocratie était au rendez-vous pour le peuple congolais qui attendait voir la démocratie être consolidée dans ce pays. Vous avez des exemples précis ? Oui, justement, j'ai des exemples précis parce que très tôt le matin, déjà, nous avons été interpellés par nos points focaux en province, particulièrement en Mbuji-Mayi, où des bulletins de vote cochés au nom de certains candidats ont été découverts, et cela a amené la population à réagir malheureusement par la violence, ce qui n'a pas permis la bonne poursuite des opérations. Et c'est très particulièrement aussi à Kananga où les opérations de vote se sont arrêtées autour de 15 heures à cause des troubles dus aux actes de fraude ou des actes qui peuvent être qualifiables de fraude. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des centres de vote et des bureaux de vote où la population soupçonne certaines personnes de pratiquer la fraude, et à ce moment-là, les troubles éclatent, c'est ça ? Oui, les troubles éclatent. Ne soupçonne même pas. Moi, je voudrais bien affirmer que nous avons des échantillons de ces bulletins-là. Et au moment où je vous parle, que les membres de la Ligue des électeurs qui sont observateurs sur terrain, dont l'un, André Lukusa, est victime d'actes de violence et est grièvement blessé à Lubumbashi, nous attendons le rapport détaillé et nous allons le publier le moment venu. Mokhtar Ouane, vous êtes le chef de la mission de l'Union africaine. Vous avez combien d'observateurs sur place et quel est votre premier constat ? L'Union africaine a dépêché pour ces élections une trentaine d'observateurs. C'est pas beaucoup. C'est un nombre assez suffisant qui a permis donc à ces observateurs d'être déployés sur un certain nombre de sites, et nous avons une concertation régulière entre nous. Et ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est que c'est de réaffirmer l'attachement de l'Union africaine à la tenue d'élections régulières et apaisées. Participe justement de ce souci la récente visite du président Ping ici à Lubumbashi, où il a rencontré tous les acteurs politiques congolais. Et avant lui, il y a eu le groupe des sages de l'Union africaine qui s'est également rendu ici. Le Conseil de paix et de sécurité a tenu une réunion à la mi-novembre. Tous ces actes ont concouru précisément à envoyer un message pour la tenue d'élections apaisées, et aussi de lancer un appel pour un esprit de responsabilité. Alors ce soir, votre premier constat ? Ce soir, ce que je peux dire, c'est que nous avons pu aujourd'hui voir se tenir, en tout cas à Kinshasa ici, un déroulement globalement satisfaisant, parce que de tous les centres que nous avons pu visiter, nous n'avons pas vu d'incidents majeurs. Il y a certainement des insuffisances qui participent de la dynamique électorale elle-même, du retard dans l'arrivée des documents ou quelquefois des omissions sur des listes, mais à proprement parler, sur la dizaine de centres que nous avons visités ce matin, nous n'avons pas enregistré d'incidents majeurs. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça fait une dizaine de centres sur quelques 17 000 centres de vote dans tout le pays. Non, je vous parle de ce que l'Union africaine a pu vérifier par elle-même sur le terrain. Nous n'avons pas pu envoyer des observateurs sur l'ensemble du territoire, parce que, vous le savez, ces élections constituent véritablement un défi pour la RDC, parce que c'est un pays qui est immense. Il y a un nombre impressionnant de bureaux de vote, mais l'Union africaine, tardivement, n'a pas pu déployer ces observateurs sur l'ensemble du territoire.
ceux qui sont arrivés ont été déployés dans les provinces donc, de Kinshasa et nous n'avons pas enregistré d'incident majeur qui nous a été signalé. Alors, si vous voulez bien, nous allons écouter tout de suite un petit reportage qu'a réalisé l'un de nos correspondants permanents à Kinshasa, Wakamanda. Kamanda, racontez-nous ce qui s'est passé cet après-midi dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est plutôt dans la commune de Kinshasa, en tout cas grand monde, de ce lundi soir, donc en début de soirée. Devant la maison communale de Kinshasa, la foule était visiblement excitée. Elle brandissait des bulletins de vote froissés, des bulletins de vote de la présidentielle et des législatives. Il s'agirait des bulletins qui auraient été saisis sur une dame dans sa voiture. Et là, Jean-Marie Mouya peut nous expliquer. On a vu une maman là qui venait vers, vers la commune de la Gombe avec une Jeep, avec 4 cartons à l'intérieur. Les 4 cartons de bulletins déjà votés, cochés à faveur de M. Kabila et Wivin Moleka. On les a suivis. Ils étaient en complicité avec les chefs des centres de l'école Chitekou, juste derrière la commune de Kinshasa. La population les a récupérés. Nous avons pris des bulletins. On a remis d'autres bulletins à l'honorable Franck Djongo, qui est en train d'aller à la Monique pour montrer des preuves. Et nous, la population, nous avons gardé aussi des preuves ici. On a appelé la police. La police avec M. Franck Djongo, ils sont en train d'aller vers la Monique. La personne qui transportait plutôt ces bulletins, ainsi que les personnes qui l'accompagnaient, ont été battus par la population. Jean-Marie Mouya peut nous l'expliquer encore. On les a arrêtés, on les a tabassés. Moi-même j'étais là, j'ai pas pu maîtriser la population. Il y a eu beaucoup de monde qui était là. Les forces de l'ordre sont donc arrivées peu après cet incident. Et la foule a été dispersée brutalement et donc on attend que la MONUC et les autres, donc les services puissent enquêter sur cette affaire pour qu'on en connaisse un peu trop. Voilà, donc en fait il s'agit d'une affaire de bulletins de vote pré-remplis, si j'ai bien compris. C'est ça, oui, justement. 4 cartons. 4 cartons de bulletins de vote pré-remplis en faveur d'un candidat. Voiture, oui. En faveur d'un candidat, en l'occurrence semble-t-il le candidat numéro 3, c'est-à-dire Joseph Kabila, qui aurait été découvert et qui aurait provoqué la colère de la population. Hassan-Oul Debat, vous êtes l'envoyé spécial de la francophonie. Quel constat vous faites de cette journée ? Je voudrais d'abord préciser très rapidement que l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas dépêché pour ces élections une mission d'observation. La mission que j'ai l'honneur de diriger est une mission d'information, de contact et d'information. Et à ce titre, cette mission établira à la fin de son séjour ici un rapport circonstancié au secrétaire général, Monsieur le Président Diouf. Et vous comprenez très bien que je lui réserve la primeur du contenu de ce rapport. Oui, mais vous doutez bien que si nous vous invitons ce soir, c'est pour que vous nous donniez un premier sentiment sur cette journée sur laquelle vous avez recueilli beaucoup d'informations. Oui, je pense que dans l'ensemble, cette élection, elle a comporté certainement ces zones de lumière et ces zones d'ombre. Cela est incontestable. Cette ambivalence de cette élection s'impose, je pense, à tout esprit objectif. De là à en conclure un caractère régulier ou irrégulier, je pense que c'est trop hâtif. Et nous ne voudrions pas ni céder à une espèce d'apologie excessive et irresponsable, et encore moins à ajouter et à exagérer les insuffisances qu'a comporté cette campagne. Nous prenons la mesure de l'ensemble des aspects et des dimensions de cette élection et nous en ferons un rapport objectif et responsable. Objectif au regard des principes fondamentaux de l'organisation d'une part, et responsable à l'égard de l'évolution et de l'état d'évolution de la démocratie dans ce pays. Maître Jacob Balouichi, vous êtes le secrétaire exécutif, le secrétaire général adjoint de l'Observatoire congolais des droits humains. Dans toutes ces défaillances et tous ces incidents qu'on a relevés, quelle est, à votre avis, la part de négligence et la part de malveillance ? Je crois que nous avons observé énormément de choses aujourd'hui par rapport au déroulement des opérations de ce matin, de la journée. Il y a énormément d'insuffisances
à mon sens, qui sont liées à l'impréparation, parce que tout le monde était d'accord que la CENI devait prendre des dispositions, prendre le temps de faire correctement les choses. Beaucoup de gens ont parlé ici d'un léger report, mais ça n'a pas été suivi. Il y a beaucoup de bureaux aujourd'hui qui n'ont pas été ouverts ou qui ont été ouverts tardivement. Et qui vont voter toute la nuit en fait. Hein. Tout à fait. Est-ce que ça va se faire avec tous les mouvements qu'on constate à gauche à droite dans la ville? Les opérations se sont terminées dans la confusion la plus totale dans certains coins. À qui la faute alors? Bon, je crois que on n'a pas pris le soin d'organiser correctement les choses. Il aurait fallu reporter? C'est notre avis. Maître Lubumbaïa? Oui, les avis sont partagés. Donc, il y a une responsabilité d'une part des acteurs politiques, ensuite une responsabilité à mettre dans l'inactif de la CENI, ou du moins dans l'inactif de certains de ses membres, qui, au fait, ont cru, comme d'habitude, ça se prend dans ce pays, que le miracle pourrait se produire à tout moment, comme ça se fait dans des églises. Je veux bien dire que les acteurs politiques, sachant bien que nous étions en train d'aller vers le chaos, auraient pu et auraient dû. Hélas, dans ce pays, la culture politique fait énormément de faux. Ils ont vu effectivement que les choses n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient vraiment pas prêtes et c'était visible. L'information était gérée par la CENI. Elle était la seule à détenir l'information que rien n'était prêt. Et malheureusement, elle a accepté, elle a laissé faire les choses. Aujourd'hui, il y a des bureaux à Kinshasa même qui n'ont pas ouvert. À Massina Suforco, il y a un centre comme ça qui n'est pas... Et ces gens, quel est leur sort? À Kananga, nous devons demander la situation juridique des gens dont les bureaux de vote ont été fermés, les opérations n'ont pas eu lieu. Hassan Ould-Lebat, avant d'être aujourd'hui donc l'envoyé spécial de la francophonie, vous avez été, il n'y a pas très longtemps, médiateur de la crise congolaise dans les années 2001-2006. Est-ce que la classe politique congolaise a été responsable ou justement a manqué de vigilance ces derniers mois? Il y a quelques jours, et ça s'est poursuivi ces récentes journées, j'ai eu des contacts extrêmement nombreux et féconds avec la plupart des principaux acteurs que je connais, pour lesquels, pour la plupart du temps, j'ai beaucoup d'admiration, parce que, à la fois dans la majorité et dans l'opposition, il y a ceux que j'ai rencontrés directement, il y a ceux que j'ai rencontrés par téléphone, et il y a ceux dont j'ai rencontré les seconds dans leurs partis respectifs, en tout cas dans les principales familles politiques. Je pense que, oui, dans la plupart du temps, évidemment, je trouve que après tout ce que nous avons fait pour le dialogue intercongolais, les accords, la transition, les élections de 2006, il était tout à fait dommage qu'on revienne à certains discours et à des pratiques à la fois de la part des autorités et aussi des discours de la part d'un certain nombre de dirigeants qui nous ramènent un peu en arrière et qui constituent, de mes yeux, un certain recul par rapport aux acquis que nous avons ancrés et renforcés définitivement. C'est l'occasion pour moi... Vous parlez d'Étienne Tshisekedi? Je ne voudrais pas parler de personne en particulier. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit à votre confrère la dernière fois, M. Bruno Minas, qu'il ne m'appartient pas de donner des jugements et ni des appréciations, ni de distribuer des notes à qui que ce soit. Je voudrais dire simplement au nom du secrétaire général que l'organisation réprouve fermement tout recours à la violence physique contre ceux qui veulent s'exprimer librement et qui serait une pratique antidémocratique, mais aussi nous réprouvons fermement, avec la même fermeté, la même véhémence, les violences verbales, d'où qu'elles viennent, quelle que soit la personnalité d'où cela vient, puisque ça ne fait pas progresser la démocratie dans ce pays, cela fait des reculs par rapport à ses acquis fondamentaux, et ça ne donne pas un bel exemple auquel nous nous attendons de la part de la RDC. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, Maître Lubumbaïa? Oui, je voudrais bien réagir justement parce que effectivement, dans ce pays, l'expression démocratique
lorsqu'elle est étouffée, un jour, le peuple qui se sent brimé ou en tout cas étouffé va réagir de l'une ou l'autre façon. Et donc, il ne faudrait pas que l'on se mette à voir les conséquences d'une situation politique observée, et les organisations de défense des droits de l'homme, notamment la Ligue des électeurs, nous l'avons dit, lorsque on ne permet pas à une population de s'exprimer, de l'encadrer, elle va réagir, elle va s'exprimer de la manière que l'on voit. Et même lorsque l'on voit certains leaders politiques réagir, je ne veux vraiment dédouaner personne, mais en réaction, il faudrait considérer que les causes partent des comportements des gouvernementaux qui violent constamment des textes constitutionnels, la loi électorale, ses annexes, et même la CENI qui organise les choses sans tenir compte d'aucune norme, d'aucune règle. En ce moment-là, tout va bien. Et lorsqu'on réagit par rapport à ça, on ne dit rien. Je vais vous signaler que à un moment donné, la société civile a développé 14 organisations de la société civile, ont organisé ce que l'on appelle l'Observatoire des manifestations publiques. C'est par rapport au fait que l'on a observé l'étouffement de l'expression démocratique dans tous ses sens. Alors Hassan ou le débat, ce que vous dit Maître Loumou, finalement, c'est que la communauté internationale a tendance à frapper beaucoup plus du côté du camp de Tshisekedi que du camp Kabila. Je ne voudrais encore pas, et je ne vous l'accepterai pas, de personnaliser. Mon propos ne s'adresse ni à M. Kabila ni à M. Tshisekedi. Moi, ce que je vais dire est très clair. Dans une démocratie, il faut que l'État se conduise comme un État de droit. Il faut respecter les libertés des citoyens. Il faut respecter la libre expression, il faut respecter le pluralisme, mais il faut que les citoyens, et il faut que les leaders politiques, eux aussi, inscrivent leur action dans le cadre de la loi. Il faut qu'ils s'y soumettent, c'est nécessaire. Mokhtar Wane, pour l'Union africaine. À qui la faute de cette désorganisation? Plutôt au pouvoir, plutôt à la CENI, plutôt à l'opposition? Non, il ne s'agit pas pour nous de jeter la pierre à qui que ce soit. Ce qui a pu être constaté par l'Union africaine, simplement, c'est que des contacts pris avec les différentes instances nationales, il était apparu que ces élections se tiendraient à date échue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas voté trop tôt, il n'aurait pas fallu reporter? Trop tôt ou trop tard, ce n'est pas à l'Union africaine de l'apprécier. Je pense qu'il s'agissait simplement pour l'Union africaine de voir avec les autorités nationales compétentes l'organisation des élections. Je vous ai tout à l'heure rappelé la présence du président Ping ici il y a moins de 10 jours. C'était pour s'assurer précisément de la bonne préparation de ces élections, pour savoir exactement où est-ce qu'on en était. Mais si vous permettez une question, 30 observateurs pour un pays qui compte 63 000 bureaux de vote, est-ce que ce n'est pas dérisoire? Non. L'ambition la vocation de l'Union africaine n'est pas de faire en sorte que sur l'ensemble du territoire congolais qui est immense, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des défis principaux, précisément pour ces élections-là, c'était cet aspect des choses. Un pays immense, l'Union africaine a voulu accompagner ce processus, faire en sorte qu'on puisse voir dans quelle mesure les choses se tiennent convenablement suivant les standards internationaux et tels que les règles de l'Union africaine elle-même l'ont défini. Vous savez, il y a cette déclaration donc de Durban qui fixe des règles précises pour la tenue d'élections régulières et démocratiques. Il y a cet attachement que j'ai rappelé tout à l'heure qui fait que le président Ping pourrait prévenir toutes ces difficultés dans son message aux acteurs politiques congolais, en a appelé au sens de la plus grande retenue et aussi à un sens donc de responsabilité. La question maintenant est de savoir si le plus dur est passé ou si le plus dur est encore devant nous. Il y a, d'après beaucoup de gens ici au Congo, deux moyens de fraude qui sont particulièrement importants de surveiller. C'est les bureaux fictifs et les bulletins de vote pré-remplis. Alors, Maître Loumou, vous êtes donc de la Ligue des électeurs. Est-ce que sur ces deux systèmes de fraude, vous avez remarqué des choses particulières aujourd'hui? Est-ce que les risques de fraude se sont confirmés ou au contraire, est-ce que vous avez été rassuré de ce point de vue? Non. Les risques de fraude se sont effectivement confirmés, dans la mesure où lorsque nous envoyons les observateurs que nous avons mis sur terrain
avec une cartographie précise. Nous disons, allez, vous devez être dans tel centre de vote, notamment à Lubumbashi, je prends le cas du complexe scolaire Mapendo. 46 bureaux de vote prévus dans ce centre-là. Les observateurs s'y rendent. Ils trouvent des électeurs devant une maison qui n'a rien à voir avec un centre de vote. C'est ce qu'on appelle les bureaux fictifs. Les bureaux fictifs, voilà. Par exemple, cela. Et ensuite, où est-ce que... Alors, ce que répond le pasteur Goy Mulunda, président de la CENI, ce ne sont pas des bureaux fictifs, parce qu'il n'y a pas volonté de cacher les bureaux, ce sont des bureaux mal localisés. Non, parce qu'il y a des bulletins de vote qui ont été alloués ou destinés à ce bureau-là. Ces bulletins de vote-là ont été votés où? Vous avez appris que dans ce pays, on achetait des cartes d'électeurs. Les personnes qui achetaient ces cartes sont identifiées. Nous avons des éléments et des données objectivement observables. Qu'est-ce qu'ils font de ces cartes achetées? L'une des questions aussi qui se pose pour les jours qui viennent, d'ici l'annonce des résultats prévus au plus tard le 6 décembre par la CENI, c'est la centralisation des quelques 63 000 procès-verbaux de bureaux de vote. Elle se fera en 2 étapes. D'abord au niveau des CLCR, les 169 centres locaux de compilation des résultats. Et puis dans une deuxième étape à Kinshasa, au niveau du siège de la CENI, la Commission électorale nationale. Alors c'est une question importante parce qu'on sait très bien que la compilation des résultats dans beaucoup d'autres pays africains, c'est à cette étape du processus que se pratique la fraude la plus massive. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut intervenir là-dessus? Est-ce que quelqu'un a des inquiétudes? Hassan Oudlebat, oui, pour la francophonie. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en plein dans le processus. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de bureaux qui continuent de voter. Et probablement, ils voteront jusqu'à la matinée. Ce n'est que la moitié du processus. Il reste le chemin inverse, le retour, la remontée des résultats. Et donc, il est très très difficile d'évaluer le processus alors qu'on est à mi-chemin. Et évidemment, c'est une question qui attire l'attention des observateurs que de voir la compilation des résultats et se faire de manière régulière et transparente. Mais une question toute bête, Monsieur Oudlebat, ça m'étonnerait qu'elle soit bête de votre part. Monsieur Wan, pourquoi n'avez-vous pas envoyé 169 observateurs pour qu'il y ait au moins un observateur de la francophonie et un observateur de l'UA dans chacun de ces centres locaux de compilation des résultats? C'est une longue histoire, c'est une évolution de la doctrine de l'organisation en matière d'observation des élections. Il y a une évolution, il serait très long d'y revenir. Nous avons opté pour les missions électorales qui évaluent le processus et qui statuent sur les aptitudes et les disponibilités de l'organisation pour accompagner l'État membre de l'organisation le moment venu, et la période qui va s'ouvrir et qui va poser à inscrire à l'ordre du jour le contentieux électoral. Je tiens à affirmer ici que l'organisation, et je le tiens de source absolument officielle de l'organisation est disposée à mettre à la disposition de la République démocratique du Congo des experts de haut niveau, comme elle l'a déjà expérimenté, pour accompagner les systèmes judiciaires du pays pour surmonter les difficultés en matière de contentieux électoral. Le mot de la fin peut-être avec vous, Maître Balouichi. Est-ce que vous êtes confiant pour cette phase de dépouillement et de compilation, ou est-ce qu'au contraire vous êtes inquiet? Non, au regard de tout ce qui s'est passé ce jour, je suis personnellement inquiet. Parce que là, c'est pour un peu revenir à la question que vous avez posée tout à l'heure à Maître Lombou par rapport au bureau fictif, au bourrage des urnes. Je crois qu'il y a aussi une autre méthode qui a été utilisée cette fois-ci, parce qu'on a privé des milliers de gens d'aller voter ce matin. Les gens ne retrouvaient pas leur bureau de vote. On a croisé dans la rue des mamans qui devaient faire des kilomètres de Kindélé vers Mongafula pour aller voter sous la pluie. Ça, c'est aussi une façon d'empêcher les gens de faire leur choix. Un dernier mot, Mokhtar Wan pour l'Union africaine. Non, je voudrais simplement dire que pour s'en tenir de statistiques, vous semblez vous focaliser sur la faiblesse du nombre d'observateurs de l'Union africaine. Je pense que tous les autres observateurs internationaux, on constate effectivement une baisse de représentativité à ce niveau-là. Mais pour parler précisément des résultats que vous évoquez tout à l'heure, j'aimerais insister sur un point pour l'Union africaine. C'est que nous avons
déplorer effectivement les insuffisances qu'il y a, et que vous avez rappelées, mais l'Union africaine a également indiqué qu'en cas de contestation des résultats éventuellement, ou de quelques difficultés qu'il y a, il faut impérativement recourir aux mécanismes procédures existants pour justement prévenir